Au dernier Tokyo Game Show, Super Smash Bros a gagné rien de moins que 4 prix, dont celui des meilleures ventes, le Grand Prix et le prix du ministère japonais de l'économie et des industries. 4 prix qui viennent marquer la série, souligner son succès commercial et qui montrent l'ampleur de Super Smash Bros Ultimate. Un succès qui ne tarit pas depuis le tout premier jeu de la série en 1999 et qui ne fait que s'accentuer à chaque jeu et à chaque nouvelle annonce de combattants. Et ce n'est pas l'ajout de sang de Undertale ou Banjo-Kazooie ou encore la prochaine vague de DLC qui me fera mentir. Super Smash Bros est un succès mondial, un succès critique et un succès commercial. Et dire que la série a failli ne jamais voir le jour. Et pour le comprendre, on va revenir à la fin des années 90. Le tout jeune Masahiro Sakurai vient d'entrer à HAL Laboratory, sous la direction de Satoru Iwata, qui deviendra plus tard le président de Nintendo jusqu'à sa mort en 2015. Sakurai a une approche différente des jeux vidéo. Pour lui, les jeux doivent être faits pour tout le monde, et n'importe qui doit pouvoir s'amuser sans forcément passer énormément de temps dessus. Et c'est cette approche très personnelle et nouvelle à l'époque qui se cristallisera dans son premier jeu, Kirby Dream Land, en 1993. Mais en même temps que son travail à HAL Laboratory, Sakurai réfléchit à un nouveau concept. Un concept qui veut pousser les jeux de combat un peu plus loin. Un concept qui veut faire passer les jeux de combat de 2 joueurs à 4 joueurs. Qui veut changer le rapport de force 1v1 et changer le rapport entre les joueurs expérimentés et celles et ceux qui débutent. Sakurai a toujours cette idée de rendre ces jeux accessibles pour tout le monde. Que les débutants puissent s'amuser et affronter des joueurs et joueuses expérimentés sans forcément se faire rouler dessus à cause d'un personnage mal maîtrisé. C'est à ce moment-là rien de plus que quelques idées jetées dans un dossier, quelques concepts, des réflexions et quelques éléments de game design. Et il présente cette idée à Satoru Iwata, qui entrevoit instantanément le potentiel du jeu, et qui non seulement l'autorise à approfondir son idée, mais va aussi s'occuper de tout le code du prototype, et épauler Sakurai qui s'occupera lui de tout le graphisme et du level design. Et ils vont lui donner le nom de code de Ryo. Mais très vite, ce projet prendra un nouveau nom, un nom qui pourrait marquer les esprits, un nom fort, un nom qui identifie instantanément le jeu, mais un nom qui ne restera pas dans la légende puisque le premier titre était Dragon King The Fighting Game. Et ils vont travailler sur Dragon King pendant toute leur soirée et leur week-end, alors que le jour, ils doivent s'occuper de leurs tâches respectives au sein de HAL Laboratory. Iwata prenant même sur ses week-ends pour intégrer les nouvelles idées et les visuels que produit Sakurai. Et plus le code avance, plus le prototype prend forme et plus ils y croient. Dragon King crée une nouvelle expérience dans les jeux de combat. Mais il manque encore quelque chose. Et c'est avec leur prototype terminé, ou presque, que Sakurai demande à Nintendo l'autorisation d'utiliser des personnages de leur licence. Un moment important pour le jeu qui va trouver son identité visuelle avec tous ces personnages connus qui vont se battre à l'écran. C'est une demande importante. C'est un moment important pour Sakurai et pour Dragon King The Fighting Game. Et la demande sera tout simplement refusée. Shigeru Miyamoto, grande figure de proue de Nintendo à l'époque, ne croyait pas du tout au projet. Il pensait que personne ne voudrait voir des personnages aimés de tous se battre les uns contre les autres, et que ça ne serait pas accepté par le public et qu'au final, ça nuirait à l'image de la marque. C'est évidemment un coup dur pour Sakurai. Avec son projet refusé par Nintendo, il sait qu'il a peu de chances que HAL Laboratory l'autorise à développer Dragon King. D'autant plus que l'idée d'avoir plusieurs figures reconnaissables est un des piliers de son jeu. Mais où d'autres se seraient résignés devant le refus de Miyamoto, qui était quand même un des creative stars de Nintendo. Sakurai ne se démonte pas et continue de travailler son prototype en secret, et intègre sans autorisation des personnages de Nintendo. Et avec toute l'audace dont il est capable, il représente son jeu à Shigeru Miyamoto, qui, après y avoir joué, finalement entrevoit le potentiel du titre. Nintendo donne son feu vert, mais avec un budget serré et une communication limitée au Japon. Et c'est avec une motivation redoublée qui l'a porté jusque-là que Sakurai entame le développement de Dragon King The Fighting Game, qui prendra très rapidement son titre définitif sous lequel on le connaît aujourd'hui, Super Smash Bros. Et la suite, vous la connaissez, un succès commercial et critique au Japon mais aussi partout dans le monde, et des jeux qui font à eux seuls vendre des consoles. Mais à chaque nouveau jeu, à chaque développement d'un nouveau Super Smash Bros, Sakurai s'impose à chaque fois une mission, faire chaque Super Smash Bros comme si c'était le dernier. Peut-être en hommage à ce moment où Super Smash Bros a failli ne jamais exister.